Cube. Fin de semaine des wildcards dans la NFL. Quelle équipe peut causer la surprise? Le carrousel des entraîneurs a débuté et tous les yeux sont tournés vers Foxborough. On connaît maintenant l'ordre au repêchage et la question demeure à Chicago. Que faire avec Justin Fields? Et nous y sommes, c'est le début des séries. On est en route vers le Super Bowl et la zone payante doit se mouiller. Qui remportera le 58e Super Bowl à Las Vegas? Vous aurez la réponse dans cet épisode. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous, bienvenue sur cet nouvel épisode de la zone payante. Je m'appelle Jean-Nicolas Gagné. Vous voyez, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur la plateforme Cube, l'expert, le journaliste numéro 1 de Québec, le roi de Québec, Stéphane Cadorette. Salut! Colin, ça va bien et toi, Jean-Luc? Très bien. Écoute, là, si on se parle aujourd'hui, là, au moment où vous écoutez ce balado, il y a une grosse nouveauté là chez nous à Cube. Là. On est à la télé. Vous pouvez donc nous regarder maintenant en direct sur une chaîne spécialisée. Est-ce qu'il va dans falloir... nos nouveaux studios. Mais il faut savoir, est-ce qu'il faut se cravater maintenant, là, se bien s'habiller Non. sur notre 36? Non. Nous, on va conserver notre petit canal qui vise les initiés. Mais pour ceux qui veulent voir des vraies vedettes, là, comme Mario Dumont, comme Richard Martineau, comme Benoît Dutrisac, Sophie Durocher, Yasmine, Némit, eux sont à TV maintenant. Là. OK. Fait que, abonnez-vous, allez appeler votre câbleau distributeur là, et demandez-leur d'ajouter la chaîne Cube à votre forfait et regardez Cube en direct. Là, je mets mon chapeau de boss là, parce que je suis le boss de Cube Radio. Ben oui, c'est le monde pense que tu fais juste dire des niaiseries, c'est Dolphins, mais t'es beaucoup plus que ça, là. Non, je suis beaucoup plus que ça. Regarde! Ah oui. Ah, oui. Non, le mot est faible. OK, Steph, écoute, là, par exemple, on est la semaine tu sais, la saison régulière est terminée. Ouais. C'est un deuil là, pour chacun de nous, là, parce que il y a plusieurs d'entre nous. Notre équipe a cessé ses activités et on se tourne vers l'an prochain. J'en suis. Oui, moi aussi. Et on pourra aussi parler de tout ce qui se passe dans l'entre-saison plus tard, mais ce qui se passe dans la semaine suivant la fin de la saison régulière, c'est le fameux Black Monday. Ben oui. Qui s'annonçait pour être une semaine plutôt tranquille. En tout cas, je regardais ça, je disais, 2 coachs lundi, mais le reste de la semaine nous a donné en masse de nourriture à se mettre sous la dent. Fais-nous, s'il te plaît, le topo en ce moment des 7 équipes qui se chercheront un entraîneur pendant la saison morte. Ouais, ben écoute, on avait déjà 3 postes de disponibles. Las Vegas, tout dépend si on donne l'intérim qui était à Antonio Pierce, qu'on le transmet en temps plein, finalement. Il y avait Caroline depuis un bout où Frank Reich avait été mis dehors. Et il y avait les Chargers qui s'étaient débarrassés de Brandon Staley. Puis comme tu as dit, le fameux Black Monday, ben ça a été tranquille parce que les 2 noms qui sont partis, on va s'entendre, je pense, Jean-Nic, qu'on s'en doutait un tout petit peu. Ron Rivera à Washington, c'était une certitude. Là, il restait juste disons à le que faire. les 2 coachs qui ont perdu leur job lundi, leur carte était déjà prévue pour être déprogrammée là, à 19h35. Là. C'est clair. T'sais, Arthur Smith, bon, il y avait une chance là, de survie, mais la fin de saison des Falcons a été tellement difficile que on regarde ailleurs. Fait que jusque-là, pas trop de surprises, mais est arrivée la bombe le lendemain, Mike Vrabel à Tennessee, puis aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est mercredi, mais Pete Carroll à Seattle. T'sais, Mike Vrabel, il y avait des rumeurs comme quoi, je pense qu'en fin de semaine, c'est Ian Rappaport qui avait dit, il y a un nuage au-dessus de
de Tennessee en ce moment. Ça va être une situation à surveiller. Fait que c'était dans le domaine du possible, mais quand même une surprise. Puis Pete Carroll, ben écoute, c'est drôle parce que j'avais fait une chronique samedi passé, moi, sur les coachs, les noms qui seraient à surveiller. Tout bonnement, à la toute fin, j'avais dit misez pas cher là-dessus, mais deux noms qui pourraient être surveillés. T'en avais parlé ici aussi. Ouais, j'avais dit, écoute, Mike Tomlin et Pete Carroll pourraient... Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est l'usure du temps. Là. Tu sais, tu regardes ça dans la NFL là, aujourd'hui. Les coachs qui ont été là le plus longtemps, qui sont toujours avec leur équipe, au moment où on se parle, bien sûr, Bill Belichick, 24 ans, mais je pense que ça ne saurait tarder. Mike Tomlin, 17 ans à surveiller. Après, tu as John Harbaugh avec les Raiders, 16 ans. Là, lui, il semble assez stable. Et là, tu avec vois, les Ravens. Avec les Ravens. Les Ravens, oui, voilà. Pete Carroll, 14 ans avec les Seahawks. Là, ça faisait quand même un bail. Puis, tu as Andy Reid, 11 ans avec les Chiefs. Mais pour le reste, écoute, là, il n'y a pas un coach qui est là depuis plus de 7 ans. Ça, ce que ça nous dit, là, c'est que, par exemple, Sean McVay, ça fait 7 ans avec les Rams. C'est le coach le plus jeune dans la ligue, puis il est rendu dans les plus anciens. C'est quand même pas pire. L'état là, les coachs actuels, pour qu'il y ait une relation longue et durable avec une équipe, ça prend toute une entente, ça prend de gros résultats. Tu sais, tu regardes Pete Carroll, il a été clair là, dans ses premiers mots en conférence de presse. Tu sais, il a dit que lui, c'était pas son désir de s'en aller. Ouais, mais il s'est pas fait sacré dehors non plus. Écoute, ils nous mettent ça comme un poste de conseiller, mais tu peux être sûr que s'il y a une offre ailleurs, il va y aller. La question, dans son cas, c'est l'âge, parce que il est encore très énergique. Il veut coacher. Il a mentionné que c'était pas son désir de s'en aller, il s'était débattu fort avec la propriétaire, Madame Allen, pour demeurer le coach des Seahawks. Fait que, tu sais, il a peut-être pas dit son dernier mot. Mais pour l'instant, il semble qu'il va aider à la recherche du prochain entraîneur-chef puis faciliter la transition. J'ai hâte de voir parce que Pete Carroll, il a clairement pas sonné, moi je te dirais, Jean-Nic, comme un gars qui en a assez puis qui s'en va tranquillement sans faire de bruit. Là. Non, il a pas mentionné le mot retraite là, dans sa conférence de presse. Non, ça c'est sûr. Il a dit qu'il était encore jacked up et qu'il était pas du tout fatigué. C'est ça qu'il a dit. Si on l'a vu cette année, il l'était. Mais est-ce que ça veut dire, c'est quoi? Moi, je suis pas... Je lis pas dans le vol des oiseaux, là, mais je dis Dan Quinn, est-ce que ils ont fait, en le fond, est-ce qu'ils font une place à Dan Quinn là, en tassant Pete Carroll? Ben, ça va être certainement un candidat, à mon sens, on sait jamais, mais tu sais, Dan Quinn... Parce que toi, tu dis que c'est pas décidé. Là. Non, ça n'a pas l'air, en tout cas, là, à moins qu'ils nous annoncent une autre bombe dans les prochaines heures. Ça, on est jamais. Ils peuvent pas annoncer ça. Dan Quinn, il est en playoff. Exactement, ça peut pas être pour tout de suite. Dan Quinn coach la défense des Cowboys, mais cette année, il a dit clairement qu'il accepterait des entrevues. L'an passé, il avait décliné des entrevues, tu sais, parce qu'il voulait rester avec les Cowboys. Fait que ça, c'est un candidat parce qu'il faut se souvenir que Dan Quinn, c'est lui qui a dirigé la défense des Seahawks au moment où elle était au summum, tu sais, genre 2013, 2014, ces années-là. Shane Waldron pourrait être un candidat, tu sais, c'est l'actuel coordonnateur offensif, il connaît bien l'équipe, évidemment, ça semble bien fonctionner du côté de l'attaque. Puis un candidat que j'ai vu passer, qui pourrait potentiellement là, avoir de l'intérêt là-bas, Dave Canales, qui est coordonnateur à l'attaque des Bucks. Pourquoi? Ben, il a été 13 ans à Seattle. C'est un proche de Pete Carroll. T'sais, il pourrait y avoir un certain lien là, qui se ferait là. Mais écoute, on vient de nommer 3 noms. Sais-tu quoi? Ça va être un candidat complètement du champ gauche qui va sortir, puis on va avoir l'air fou. Bon, une chose que t'as pas l'air fou, par exemple, c'est depuis le début, on se parle des endroits qui sont les plus attrayants pour un entraîneur qui chercherait une équipe qui est prête à faire les séries puis à peut-être aller plus loin. Puis on est un peu d'accord que les Chargers avec Justin Herbert, c'est un bel endroit pour atterrir. Toi, est-ce que tu considères que c'est le meilleur spot encore ou là, il y en a qui se sont libérés que toi, tu dirais, oh, c'est un coach high profile, là, j'y conseillerais d'aller là. Chargers à cause d'Herbert, mais par contre, il y a pas mal de lourds contrats à des joueurs vieillissants en défense qu'il va falloir un peu là, faire du ménage. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ils pourront s'inspirer de la ville, de leur équipe sœur à Los Angeles. Ça a l'air d'avoir marché.
Ouais, mais pour ça, il faut repêcher très bien. Tu sais, les Rams, là, ils ont été extraordinaires en repêchant des gars en 3, 4e, 5e ronde souvent. Ça marche pas tout le temps là, comme stratagème. C'est bien beau de dire on va bien viser, là, mais des fois, tu vises tout croche. Les Rams, chapeau, là, parce que c'est pas toutes les équipes. Mais l'autre situation pour moi qui devient extrêmement intéressante, c'est Seattle. Là. Oublie pas que, OK, là, ils font pas les séries. Mais il y a un an, c'était une équipe qui semblait en pleine ascension. Là. Il y avait eu un très, très bon repêchage. Il y a de bons jeunes joueurs défensifs là-bas. Est-ce qu'on a solutionné le poste de carrière avec Geno Smith? Ça peut être une année là, encore, disons, mais va falloir trouver la solution à long terme. Mais sinon, là, de très bons receveurs. Tu as Kenneth Walker comme porteur de ballon qui promet, avec un tandem avec le jeune Zach Charbonnet. Il y a une bonne ligne offensive qui se développe là. C'était une belle très, culture, très belle situation. Faut se le dire. Ouais, je suis d'accord. Seattle, ça va être beau. Là. OK, écoute, on va avoir l'occasion d'en reparler là, des entraîneurs. Là, je pense que ça va bouger, peut-être pas d'ici le Super Bowl, là, mais ça va bouger certainement dans la saison morte. Puis on attend aussi, là, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer à Foxborough, là, parce que Bill Belichick, il évite bien les questions. Il a le même âge que Pete Carroll. Est-ce qu'il va être poussé vers la sortie? Il a mis ça dans les mains à Robert Kraft. Là. Quand tu écoutes ses commentaires, gros, il y a encore la passion du coaching, il y a encore l'intérêt pour les Patriots. Ça le gêne pas que ce soit une équipe en ce moment qui est en reconstruction. Autrement dit, lui, ce qu'il a fait en habile tacticien, c'est s'ils veulent me mettre dehors, ils vont me mettre dehors, mais moi, je garde ma place. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est fini. Là, c'est un mariage qui a duré longtemps, mais... OK, je vais te poser une question. Là. Lui, mettons, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'il reste à Boston, là, ou dans la région de Boston. Dans sa maison secondaire à Nantucket. Nantucket, c'est ça. Là. Sa famille est là, il est bien là. Est-ce que, d'après toi, il dirait, regarde, trouver un GM, je vais rester coach encore? Non? Je pense pas. Ça serait il ferait pas de sacrifice pour rester à... Écoute, tout est possible, mais Bill Belichick, c'est quand même un gars qui a eu du pouvoir pendant des années et des années et des années. Puis lui, là, t'auras beau y dire, ouais, mais t'as pas bien repêché, puis t'as pas été bon sur le marché des agents libres. Lui, il est convaincu. Ils sont pas d'accord tout le temps. C'est ça. Fait que, je sais pas, peut-être, mais ce serait surprenant pour moi. Puis les Pats, écoute, il y avait le plan de succession qui semblait en place avec Jared Mayo, qui avait pas accepté d'entrevue l'an passé, justement, lui, pour aller ailleurs. Je pense que c'est Caroline qui voulait l'interviewer. Puis on avait dit à ce moment-là, c'est probablement le successeur de Belichick. Mais là, t'as un Mike Vrabel à Tennessee qui devient disponible. Oui, mais là, c'est ça qui vient de vous changer les cartes, tant qu'à moi. Là, il y a comme un peu de pression qui vient de s'installer. Ouais. À moins que tout soit déjà préparé, puis on le sait pas. Parlant de choses que moi je savais pas puis que j'ai été surpris d'apprendre aujourd'hui, c'est que Nick Saban était tanné de coacher. Ils ont fait un petit croche vers la NCAA. Oui, mais Nick Saban, on parle encore de quelqu'un de 72 ans, tu vas me dire. On salue nos auditeurs de 72 ans. N'hésitez pas à nous envoyer vos bonjours et vous dire qu'à 72 ans, on est encore bon. Mais clairement, Nick Saban, lui, à 72 ans, il a décidé qu'il y en avait assez. Est-ce qu'on comprend la version officielle? C'est qu'il prend sa retraite. Ouais, en tout cas, c'est ce qui circule au moment où on se parle, puis ça a été toute une surprise, là, parce que Nick Saban, pour ceux qui suivent juste la NFL puis qui suivent pas NCAA, ils vont se dire ça c'est le gars qui a raté son stint avec les Dolphins, puis ça a mal été, puis il a choisi Culpepper au lieu de Drew Brees, là. Ouais, il y a ça. Mais dans la NCAA, c'est simple, là, c'est fort probablement le plus grand coach de tous les temps. Là. Ça laisse un vide énorme à Alabama. Puis c'est drôle, j'ai eu une pensée aujourd'hui pour notre Québécois qui a récemment annoncé qu'il s'enrôlait à Alabama, là, Steve Bolo-Mboumois, un joueur de ligne défensive. Tu sais, combien de jeunes, puis je dis pas que c'est son cas à lui, là, je veux pas insinuer rien, mais combien de jeunes dans les derniers mois ont dit à Alabama, OK, moi je m'en vais jouer là? Fort probablement que pas tout le monde savait ça. Là. C'est vraiment une bombe. Je me demande à quel point ça peut changer. Nick Saban, là, c'est 6 titres nationaux avec Alabama, 1 avec LSU. Écoute, 2 programmes que tu as menés à un championnat national là, aux États-Unis. Je pense qu'il y a juste lui et Urban Meyer qui ont réussi le coup. C'est vraiment un monument dans la NCAA, Nick Saban.
Il a pas empêché cette année Michigan de remporter le bowl national. Ben, Michigan un bon match quand même. Ouais, mais il était fort au sol. Il était vraiment fort. Ils ont commencé très fort, Michigan. Les 2 courses de Donovan Edwards. Puis après, c'est Blake Corum, comme prévu, qui a pris le contrôle du match. C'est une grosse machine au sol. C'est une équipe un peu à l'ancienne. Quel front défensif aussi. Il y a des bons joueurs Penix Est-ce que d'après toi, Penix a fait montrer suffisamment pour être un top 5? Moi, je trouve qu'il y a un match difficile. Là. Top 5, non. Mais Penix n'était pas prévu top 5 de toute façon. On parlait de lui comme d'un potentiel première ronde, mais ça peut être plus tard en première ronde. Là, oublie pas une chose. Tout le monde dit ça. Là. Il a connu un très mauvais match, c'est vrai. Moi, je regardais, puis c'était souffrant. Là, des gars ouverts. Romeo Odunze, à un moment donné, complètement seul, puis il rate à 2 pieds trop haut. Ça a été difficile, mais il avait été exceptionnel durant toute la saison, puis particulièrement en demi-finale contre Texas. Là. Je sais pas si tu avais vu le match le 1er janvier, là, mais il était scintillant, Michael Penix Jr. Fait que je suis pas prêt, moi, à dire qu'un match va le faire dropper là, en deuxième ronde, mais ça a peut-être créé des poux là, chez certains scouts qui vont décortiquer son jeu dans les prochains mois. Là. Il a 24 ans. Je sais qu'il reste jeune, là, mais il est quand même plus vieux que ben des QB dans la NFL en ce moment. Là. Avec les joueurs qui touchent maintenant des rémunérations dans la NCAA, là, avec le NIL, je pense que c'est un phénomène qu'on va peut-être voir de plus en plus souvent. Ça veut pas dire que ça va être le cas pour tout le monde. Il va en avoir encore des corps arrière de 22. Là. Mais avec cet incitatif financier-là, si t'es pas sûr d'être un choix de première ronde garanti, peut-être que tu vas te dire, je vais jouer 1 an de plus, 2 ans de plus. Fait qu'on risque de le voir là dans les prochaines années. Mais effectivement, il y a 24. Mais jusqu'à ce match-là, là, je te dis que son étoile montait et montait et montait. Ouais. Fait que je serais pas surpris qu'il reste quand même en première ronde. Mais il faut peut-être pas s'attendre à ce qu'il sorte là, top 5, top 10. Là, peut-être un peu. Les corps arrière, là, par expérience, je le sais, là, ça descend tellement là, pendant la saison morte. Là. Ça part d'un mock draft, sont 26, ils passent à 12, puis ils sont repêchés à 6. Là. On va voir, pour Phoenix. C'est sûr. Puis ouais, puis l'autre élément, juste pour finir sur les coachs, le nom à surveiller, évidemment, c'est Jim Harbaugh aussi. Oui. Michigan, tu le disais, ils ont gagné le championnat national. Lui, est-ce qu'il y a encore de quoi à prouver là-bas? Est-ce qu'il veut une dernière shot dans la NFL? Parce que c'est quand même un coach qui avance en âge aussi. On sait ce qu'il peut faire rapidement avec une équipe. Il avait tourné les Niners de bord là, comme ça quand il était arrivé là, lui, au milieu des années. Là, je pense que c'était en 2010 ou 2011 qu'il est arrivé là. Fait que, tu sais, ça peut aller très vite. Une équipe qui veut gagner rapidement, avoir un coach là à l'ancienne, Jim Harbaugh, ça va être leur homme. Les Raiders, je pense, sont favoris selon Vegas pour si jamais Jim Harbaugh finit par décider de sortir de la NCAA. Merci, Steph. Ben là, en tout cas, ça, c'est tous des coachs qui doivent être contents quand même de voir que Nick Saban part. Là. Est-ce qu'on doit continuer de détester Alabama ou là, on arrête, là? Je sais pas. Est-ce que le monde détestait Alabama à cause de Nick Saban? Je pense que c'était plutôt peut-être parce qu'à chaque année... La domination. La finale avait l'air du Alabama Invitational. Là. Il était souvent là, soit comme finaliste ou comme gagnant. Puis il était toujours en play-off. Moi, c'est sûr que ça me fait toujours une petite fleur quand je vois Nick Saban perdre après tous ces mensonges qu'il a fait pour les Dolphins. T'as dû l'aimer beaucoup à Miami, toi. Et oui, c'est ça. Surtout quand il nous a juré qu'il restait à Miami et le lendemain, il prenait l'avion pour annoncer qu'il était à Alabama. Ouais. On voit de quoi il était capable. Bon, on partira pas là-dessus, on va faire une pause parce que là, après la pause, on parle de vrai football. Là, le football des séries, c'est les wildcards, bougez pas, on en parle après la pause. Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio, Cube, que vous pouvez maintenant retrouver à la télé, si vous avez une chaîne câblée. Et vous pouvez nous regarder aussi en tout temps sur YouTube ou sur la plateforme Cube. Le balado que vous écoutez présentement est donc disponible en version vidéo. Steph. Oui, monsieur. On a des matchs avec des gros écarts quand même.
J'ai des bons souvenirs, là, normalement, des wildcards, là, mais c'est vrai que ça prend une surprise, mais souvent, c'est pas toujours serré, là. Mais là, on a peut-être des matchs devant nous qui vont être serrés. Commençons par, on va les faire dans l'ordre. 3 jours de football. Samedi, dimanche, lundi. Samedi, 4h30. Premier match, les Browns. L'histoire Cendrillon, s'il en est une, contre Houston à Houston, malgré que les Browns ont fini avec une fiche de beaucoup supérieure aux Texans, mais les Texans ont gagné leur division. Une victoire de plus, quand même. Ah oui, parce qu'ils ont perdu, enfin, c'est vrai, ils ont perdu contre les Bengals, les Browns. Ouais, c'est sûr, parce qu'ils ont habillé personne, faut le dire, là. Mais... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais là, les Browns sont favoris, même sur la route, par 2,5 points pour aller à Houston. Je vais entendre ton analyse là-dessus. Moi, ce qui me dérange de ce match-là, c'est qu'il y a une de ces deux équipes-là qui jouera plus la semaine prochaine, parce que c'est deux sacrées belles histoires. C'est deux belles histoires. Vraiment, là, probablement les deux plus belles cette année. Là, les Browns qui ont joué avec 5 corps arrière, Joe Flacco qui arrive de nulle part. Il a été phénoménal. Il a gagné ses 4 derniers matchs, 11 passes de toucher, 300 verges et plus à chaque fois. Ça a été fantastique. Mais vraiment, là, ce qui a traîné le club toute l'année, parce que c'est le fun de parler de Joe Flacco, là, parce que c'est magique comme histoire, c'était inattendu, mais c'est la défense, le moteur. Myles Garrett et sa gang, la tertiaire qui est très efficace contre la passe. Fait que c'est ça qui va être à surveiller, là, le front défensif des Browns contre la ligne à l'attaque des Texans. Je pense que c'est là où ça passe ou ça casse. Puis évidemment, ben là, on voit beaucoup un peu partout. Bon, CJ Stroud, ça va être son premier départ. Les recrues en série, c'est souvent très difficile. Dans les 10 dernières années, les recrues qui en sont à leur premier départ en match éliminatoire, une fiche de 1-5. Si tu regardes à plus long terme, là, c'est pas mal pire que ça. Je pense depuis 2002, les corps arrière qui en sont à leur premier match de série, c'est quelque chose comme 15 victoires, 39 défaites. Fait que c'est sûr que c'est un gros défi, mais il y a quelque chose qui me fait douter, moi, de la défense des Browns. C'est que ils ont été solides comme le roc à la maison. Ils ont donné 13,9 points par match, mais écoute bien la différence. Quand ils jouent à l'extérieur, les Browns, ils donnent 29 points par match. Il y a quelque chose là. Je me dis, les corps arrière de première année, oui, c'est dur. Oui, des fois, c'est presque mission impossible. Mais il y en a des spéciales qui sortent du lot. Et pour moi, CJ Stroud, là, c'est vraiment un pur sang. J'en ai vu assez de lui cette année pour croire aux Texans. Il fait pas l'équipe à lui tout seul. Mais cette équipe-là est capable de beaucoup. Houston va être crinqué, gonflé à bloc. Moi, ça va être ma première surprise du week-end. J'y vais pour les Texans. Comment ils vont faire des points, les Texans? Avec CJ Stroud, mon ami. Puis je te l'ai dit, les Browns, ce sera pas pareil, la défense à la route. Par la voie des airs? Ouais. Oh oui, je pense que oui. Ils sont capables de courir, les Texans aussi. Là. Singletary a eu une saison surprenante. Dameon Pierce, on l'a presque pas vu cette année. Ça, c'est une méga déception. Mais j'ai confiance en Stroud, en Nico Collins, en Schultz. Comme je te disais, Singletary. Ça sera pas là une pétarade. Là. Tu dis, ils peuvent faire des points contre les Browns. Moi, je vois ça là, dans la vingtaine, pas plus. Je pense pas que les Texans vont sortir 40 points. Mais j'y crois, là, pour moi, il y a possibilité d'upset dans ce match. Un entraîneur recru, un corps arrière recru. Je trouve que c'est une grosse commande. Oui, honnêtement, oui, ça fait peur. Là. Puis aussi les Texans, il y a le risque d'avoir le sentiment du devoir accompli. Ouais. Tu sais, ils ont gagné la division, ils sont en série avec tout ça. Je pense que moi, si les Browns décident de changer le style de jeu de Joe Flacco, puis d'essayer de jouer plus conservateur, puis je pense que là, ils vont être à risque. Là, je pense que ils peuvent jouer le match des Texans. Mais si Joe Flacco lance pour 300 verges et continue de pousser la défense des Texans, moi je pense qu'ils vont faire suffisamment de points. Puis si on l'avance, je pense que CJ Stroud, aussi bon qu'il est,
peut pas rivaliser avec Joe Flacco après ce qu'on a vu dans les 5-6 dernières semaines. Moi, je vais y aller avec une victoire des Browns. OK. Mais comme je te dis, faut qu'ils continuent bizarrement, les Browns, là, faut qu'ils continuent à jouer le style de Joe Flacco, puis pas lui qui joue depuis 3-4 ans en essayant de courir puis d'écouler le temps. Faut qu'ils jouent agressif sur un terrain où ils peuvent le faire en plus à Houston. Joe Flacco, c'est la belle histoire. Je pense pas qu'elle va se poursuivre après cette ronde-là. Elle est plus belle que celle des Texans. Je pense que Cendrillon va continuer ne sera pas un carrosse à minuit. Victoire des Browns. J'ai hâte de voir ce match-là parce que c'est ça, tu parles quand même pas mal de Flacco. Puis moi, je me demande à quel point à un moment donné, il va le frapper le mur. Là. C'est le fun, c'est hot, c'est cute Flacco. Là. Mais dans ma tête, ça peut pas durer. Peut-être que je vois la fin trop vite. Puis tu parlais tantôt, tu me disais comment ils vont mettre des points contre Cleveland, mais si je me trompe pas, il y a quelques semaines de ça, alors que Stroud était sur la touche avec sa commotion, les Texans ont marqué 22 points dans une défaite contre les Browns avec Davis Mills. Ils sont capables, je pense qu'ils sont capables, mais écoute, je serais pas surpris du tout que les Browns gagnent, là. Mais c'est le moment, moi je pense que Flacco peut pogner son mur. On verra, ça se peut aussi. Sauf que là, ils pourront pas. Les conditions vont être idéales à Houston. Ouais. Et les meilleurs athlètes vont pouvoir démontrer de quoi ils sont capables. Puis ils ont des bons receveurs de passe là. À Houston, là, c'est sûr que ça peut jouer en faveur de Houston. On va se déplacer. Et parlant de conditions idéales, c'est pas ça qu'il va y avoir à Kansas City en fin de semaine. Non, monsieur. Hey boy, qui va faire frisquer. Hein? Écoute, on est parti d'un match où il ferait -7. Après ça, c'était -15, -22. Là, c'est -26 avec le facteur vent. Ouais, des bonnes rafales, il paraît aussi. Là. Mais tu sais, la météo peut changer, mais depuis le début de la semaine, ça bouge pas bien. En fait, ça rempire, comme tu as dit. Là, on parle du match entre les Chiefs de Kansas City à domicile et les Dolphins de Miami. Là, tu sais, on s'entend que à -26, ça avantage plus personne. Je sais pas ce que t'en penses. Je vais entendre ton analyse sur ce match-là. Mais à -26, moi, je vois pas un club qui est avantagé plus qu'un autre. Là. Non, mais tu sais, par contre, ça, je sais pas à quel point on peut se fier là-dessus, mais il reste qu'historiquement, les Dolphins jouent pas bien dans le froid. Est-ce que c'est un avantage pour Kansas City? Ils vont avoir fret eux autres aussi, là, même s'ils sont habitués certaines fois à des températures comme ça. Ça reste que ça nuit. Tout le monde est habitué à -2, +2 ou -5. Quand t'es dans le -20, ça nuit à tout le monde. Quand ils ventent, ça nuit au corps arrière. Là, des fois, on se dit, Kansas City est peut-être une équipe plus physique. Ouais, mais le jeu au sol des Dolphins est quand même sous-estimé. Je pense que la clé pourrait être là dans leur cas, avec Raheem Mostert puis Echan. Les Chiefs sont 18e contre la course. Il y a matière à exploiter. Là. Je comprends que la plupart des gens vont dire « Ouais, les Dolphins, c'est fini, ils s'en vont à Kansas City, il fait froid. » J'entends tout ça. Des gens avec beaucoup de jugement, des gens éclairés, oui. Sans doute qu'ils vont se dire ça. Oui, c'est sûr. Mais je pense qu'ils peuvent les tenir, honnêtement. Mais ça sera pas la formule habituelle de Miami. On parle beaucoup là, du retour de Tyreek Hill à Kansas City parce que quand ils ont joué contre cette année, c'était en Allemagne. Fait qu'il n'y a pas vraiment eu de retour à Kansas City. Mais je sais pas s'il peut être dominant là, à ce point-là puis changer le match comme d'habitude. Oui, il y a le froid. Oui, il y a le vent. Mais il faut pas oublier une chose, Hill est vraiment incommodé par une blessure à la cheville depuis la mi-décembre. Puis depuis la mi-décembre, je regardais ça, 79 verges par match en moyenne, puis un seul touché depuis le 11 décembre. Tu sais, c'est plus le Tyreek Hill ultra dominant du début de la saison. Après ça, est-ce que Jalen Waddle joue? Ça, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines là qu'il rate? C'est une autre question importante. Mais c'est tout des high sprain ankle. C'est ça aussi, là. C'est que Tyreek qui décide de jouer sur son high sprain ankle depuis 1 mois et demi parce qu'il voulait avoir ses 2000 verges. Et là, il a continué de jouer parce qu'il y avait de l'enjeu pour les séries. C'est super, là, tu sais, là. Puis comme partisan, on apprécie, là, tu sais, là, qui se mettent sa santé en danger, puis qui
qui fassent tout pour se retrouver sur le terrain, même à 60-70%. Tyreek Hill, il est meilleur que bien des receveurs de passes dans la ligue, là. Ouais. Mais il joue à 60-70%, là, tu sais, puis là, on va l'avoir encore à 60-70%. Puis là, si Waddle joue, à combien de pourcents il va jouer? Même chose pour Mostert. L'autre élément qu'on n'a pas parlé, c'est que là, ça commence à faire mal pas mal, là. Tu sais, tu m'en parlais depuis une couple de semaines, les blessures à Miami, tout ça, mais là, écoute, là, il y en a eu 2 autres grosses la semaine passée, là, contre Buffalo. 3. Ben, je te parle, en tout cas, moi, Baker puis Van Ginkel. C'est ça. Les 2 qui m'ont marqué, c'est vraiment celle-là. Au point où, cette semaine, ils ont signé des gars comme Bruce Irvin puis Justin Houston. Des gars qu'on pensait qu'ils jouaient plus. Tu sais, je comprends l'intention, mais ça va être difficile. Puis à l'opposé, t'as les Chiefs, un élément qu'on parle très peu. Ils ont 57 sacs du corps cette année, là. C'est la 2e équipe qui a produit le plus de sacs après les Ravens. Parce qu'on parle des problèmes de Mahomes, on parle des problèmes de receveurs. On oublie que les Chiefs, c'est la meilleure défense dans l'ère Andy Reid, là, je te dirais. Là. Fait que pour toutes ces raisons-là, j'ai bien aimé ça de tirer à pipe cette année, là, puis qu'on se taquine parce que je te dis que t'es pas optimiste avec les Dolphins puis tout ça. Mais là, je vois pas comment les Dolphins peuvent aller chercher ce match-là. J'y vais avec les Chiefs. Ça peut être un peu plus serré qu'on pense, comme je te disais, parce que le jeu au sol de Miami est pas piqué des verres. Mais on l'abandonne en deuxième demi. Ouais, j'ai hâte de voir. Là, dans le froid, ça peut peut-être les obliger à continuer. Ouais. Mais j'y vais avec les Chiefs anyway. Bon. Mais là, moi, là, vous connaissez ma position sur la fin de saison des Dolphins. Là. Je pense que... Tu vas-tu me lancer une bombe là puis me surprendre? Là? Non. La thérapie a très bien fonctionné. Là, je suis, grâce à toi et grâce à plusieurs de nos auditeurs qui ont pris au sérieux ma condition puis qui m'ont approché pour m'apporter de l'aide, ce que j'ai apprécié de ta part et de la part de tous ceux et celles qui nous écoutent, et je vous en remercie. On est là pour ça. Mais je suis vraiment rendu très zen. J'ai apprécié la saison. Je pense que il y a des fois où peut-être j'ai eu des sauts d'humeur qui auraient peut-être été dans un autre cadre vu comme être négatif, mais qui pour moi étaient peut-être plutôt émotifs. Et là, j'admets que des fois j'ai été comme la fois où je les ai mis perdants contre les Jets, ou des fois où je me suis emporté. J'aurais dû avoir plus confiance en mon équipe, être un meilleur partisan. Quand je fais le bilan de la saison, je suis quand même heureux. On a eu des bons matchs, on a eu des bons moments, on a eu une fin de saison triste, comme régulièrement ça arrive. C'est beau de te voir cheminer comme ça. Qu'il y ait un match en fin de semaine, c'est malheureux pour la NFL, là, pis c'est malheureux pour les gens qui vont être obligés de regarder le match. Mais je dis, les Dolphins n'ont plus d'équipe, là. Ils ont plus de linebacker, ils ont plus de edge. Je le disais tantôt, nos receveurs de passe jouent à 60-70%. Tua, son bras est fatigué en fin de saison. Écoute, il faut qu'il aille jouer le match, là. Moi, c'est sûr que je favoriserais qu'on annule la partie puis qu'ils perdent par défaut, mais dans les circuits professionnels, ça se fait pas. À ce qu'on me dit, j'ai fait des courtes vérifications, là, puis ça serait jamais fait. Apparemment que les équipes se présentent tout de même s'ils savent que ça va être un désastre. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour les joueurs qui vont se rendre dans une température invivable, arctique, pour aller jouer un match qu'ils savent déjà perdu d'avance. Puis, écoute, on va essayer de rebâtir la confiance de l'année prochaine, puis essayer de garder le plus de joueurs possible, des joueurs qui ont eu des belles saisons comme Wilkins ou même Van Ginkel, même des gars qui malheureusement sont tous blessés. Puis un été de négociation peut-être avec Tua. Ça sera pas un off-season facile, sachant en plus qu'on est à 45 millions au-dessus du cap. J'espère qu'ils vont nous donner un beau souvenir pour une fin de, qu'ils vont faire un touché ou deux quand même pour montrer qu'ils ont de la vie. Mais évidemment que ça va être une victoire des Chiefs. Et je prévois que Patrick Mahomes ne finira même pas le 4e quart au poste de quart arrière. Une volée là, à l'ancienne.
Ben, on va surtout le protéger, sachant que, disons que ça va être du bas pointage, là, on s'entend, là, que si les Dolphins réussissent à faire des touchés, ça va être au sol. Mais la seule chose, là, en terminant, la seule chose qui peut me faire hésiter, c'est que la température va être tellement extrême que, tu sais, je disais tantôt, ça avantage aucun club. Des fois, ça peut avantager quasiment les Dolphins, là, tu sais, parce qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Mais là, ils arrivent dans une situation tellement inhabituelle, un froid polaire, écoute, il peut y avoir des revirements, la balle est une roche, commotion cérébrale des joueurs importants sur une surface complètement gelée, puis bing bang, il arrive des revirements. Ouais. Mais sinon, là, je vois pas comment que les Dolphins peuvent faire quoi que ce soit. On s'en va cette fois-ci écoute, il va faire plus chaud à Buffalo, c'est pas des blagues. Les Steelers qui affrontent les Bills. Les Bills favoris par 10 points. Donc, on donne pas cher de la peau des Steelers. Je vais couper ça court. Moi, je vais mettre les Bills. Tu sais, TJ Watt est pas là. Ils sont à leur 3e quart arrière. Tomlin, il a bien beau être un génie puis mener ses équipes à des fiches gagnantes ou pas perdantes année après année. Je pense que ça, c'est une équipe qui est contente de s'être rendue en série, mais ils vont frapper le mur des Bills. Écoute, pour te montrer à quel point la perte de TJ Watt est majeure, dans les dernières années, quand il n'a pas été en mesure de jouer, TJ Watt, 11 matchs, la fiche des Steelers, 1-10. Quand il est en uniforme, il donne 19,8 points par match. Quand il joue pas, 26,3. Écoute, là, à un moment donné, là, c'est un impact majeur. Ils s'en remettront pas. C'est sûr que les Bills, en plus, sont sur une belle lancée, 5 victoires de suite. Des fois, ça a été chancelant un petit peu, mais sont en mode éliminatoire depuis un bout, là, les Bills. On a l'impression qu'ils luttent pour leur survie depuis fin novembre, début décembre. Ça aide souvent des équipes ça, à commencer des séries du bon pied. Fait que moi aussi, j'hésite pas, là, c'est les Bills. Détroit, eux, reçoivent les Rams. 2 belles histoires aussi. On parlait tantôt dans la division américaine des Browns et des Texans, mais là, dans la nationale, là, les Rams, on va te dire, là, puis mea culpa, là, je pense que j'étais un de ceux qui disaient ils vont finir plus près du premier choix repêchage qu'une place en série. Ils s'en vont à Détroit avec un entraîneur très émotif. Moi, j'ai toujours pensé que Dan Campbell était capable d'insuffler une énergie incroyable à une équipe. Ça peut peut-être pas toffer jusqu'au Super Bowl, ça peut. Mais c'est plus souvent qu'autrement, ça s'essouffle. Mais je pense que pour partir des séries, il va réussir à insuffler cette énergie à son équipe. Et Matt Stafford, à Détroit, va être stressé. Je m'attends pas à un bon match, c'est plate, hein? Je pense que Matt Stafford va avoir un mauvais match à Détroit pour son retour. Victoire des Lions dans mon cas. Écoute, tu parlais d'émotion, d'énergie. Il va-tu en avoir à ton goût à Détroit? Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de match de play-off là-bas. Là. 30 ans. Le 8 janvier 1994, la dernière fois. Ça, c'était à l'époque de Barry Sanders. Tu sais, écoute, les temps ont tellement changé. C'est fou que les partisans aient attendu tout ce temps-là. Ça va être complètement débile. Puis en plus, comme tu disais, Stafford qui revient, le premier choix contre l'ancien premier choix des Rams, tout est là. Il y a plein d'histoires le fun dans ce match-là. Toi, tu parles que Stafford va être nerveux. Moi, j'ai l'impression que c'est Jared Goff. Je pense qu'il va vouloir démontrer à Sean McVay à quel point il s'est planté dans son cas. Il va peut-être faire une passe de trop. Le manque d'expérience des Lions. Je te dis, les Rams sont très dangereux aussi dernièrement. Depuis la semaine 9, là, les Lions donnent beaucoup de points depuis la mi-saison. En fait, je pense qu'il y avait leur bye, eux autres. Puis depuis qu'ils sont revenus de bye, ils donnent 25 points et plus par match. Là, ils ont donné 4 fois au moins 28 points. Leur défense me fait très, très peur dans un match comme ça. Puis au contraire, ben les Rams, eux, sont vraiment sur une lancée. Si tu exclues le match de la semaine passée, parce que bon, il y avait plein de partants qui n'étaient pas habillés, lors de leurs 6 derniers matchs, les Rams, 31,8 points. Ça, là, l'effet Kyren Williams, Puka Nacua, Cooper Kupp, tout le monde en santé en même temps, ça frappe fort. Moi, j'y vais avec les Rams dans ce match-là, Jean-Luc.
Un match qui sera présenté dimanche à 8h15 et les Détroits, les Lions sont favoris par 3,5 points. On recule un peu, mais j'ai oublié, j'ai passé par-dessus le match des Cowboys parce que les Cowboys, eux, jouent à 4h30 à Arlington, favoris par un touché, 7,5 points contre les Packers. Ils sont frustrants. Là. Moi, Green Bay, là, je regardais jouer Justin Love, là, puis j'étais comme... Pourquoi qu'ils trouvent encore un QB, là, les Packers? Pourquoi eux autres, à chaque fois, ça marche? Pourquoi ça marche? Il est vraiment été bon. Ça fait 30 là. ans que ça marche. Ouais, c'est sérieux, là. Il y a eu une deuxième moitié de saison exceptionnelle. Là. Il y a une deuxième moitié. Tu sais, des fois, des matchs là où il était moins bon, ça arrive, mais c'est parce qu'en général, le sentiment que t'as, c'est que c'est un quart de la NFL. Va-tu être capable de battre Dallas? Non, là. Moi, je vais prendre les Cowboys là-dessus parce que je pense qu'on est face à une équipe qui est plus huilée que celle de l'année passée. Ouais. L'année passée, ils auraient mérité meilleur sort en série. Je pense qu'ils vont mériter meilleur sort cette fois-ci. Et les Cowboys vont remporter le match contre les Packers à domicile. Ouais, tu parlais de Jordan Love, puis il y a un joueur qu'on oublie actuellement chez les Packers. Si je te dis que depuis la semaine 15, Aaron Jones est le meilleur porteur de ballon de la NFL, est-ce que tu me crois? Hey, il court là avec 411 verges. 411 verges depuis la semaine 15. Lui, ça a été un gros boost pour l'attaque, son retour au jeu. Les Packers, c'est très dangereux. Là. Vraiment, là, Jordan Love, tu le mentionnais. Aaron Jones, la défense joue mieux dernièrement. Mais comme tu disais, les Cowboys, en ce moment, c'est une machine bien équilibrée. Ils marquent beaucoup de points, ils en donnent pas de temps. À la maison, ils jouent extrêmement bien. Ils ont gagné leurs 16 derniers matchs à la maison. En ce moment, là, c'est le meilleur avantage du terrain de la NFL. Puis à la saison, ils gagnent en moyenne cette saison par 21,5 points. C'est toute la différence. Je pense que cet avantage du terrain-là va faire la différence encore une fois cette semaine. Puis Micah Parsons, évidemment, va être... Lawrence, là, écoute, on n'en parle pas assez. Là. Il va chercher le monde dans le champ arrière. Là. Il est vraiment vite. Là. Puis il est gros. Là. Il est vraiment un casse-tête. Là. Il y a ces deux-là dont Jordan Love doit se méfier, puis je te dirais aussi Daron Bland. On en parle moins parce qu'il y a eu tous ces pick six en même temps dans l'année, puis depuis ce temps-là, bon, il y en a eu moins, mais il a quand même fini l'année avec mais il a fini numéro 9 interceptions. Là. C'est tout un joueur. Là. Fait qu'un autre gros canon des Cowboys, évidemment, CeeDee Lamb. CeeDee Lamb, cette année, là, je pense qu'il y a 7 matchs avec au moins 11 réceptions. Faut le faire pareil. Là. Non, mais il a fini genre à 25 verges de Tyreek Hill. Là. Oh oui, puis c'est lui qui a dominé la ligue avec 135 catchs. Fait que les Cowboys vont être juste un peu trop forts dans ce match-là. On disait, on a aussi un match lundi. Ouais. Là, moi, j'ai repris contrôle sur moi, puis j'ai fait mon deuil de la saison des Dolphins, mais m'a dire, c'est pas le cas de tous les partisans des Eagles. Que ça brasse à Philly, hein? Ils s'en vont à Tampa Bay, ils sont favoris par 3. Moi, c'est pas normal. Moi, je vais prendre Tampa Bay dans ce match-là. Ah ouais? Écoute, je sais que Tampa Bay ont fait 9 points contre la Caroline, puis qu'ils ont de la difficulté à faire des points, mais les Eagles implosent en ce moment-là. C'est vrai. C'est vrai, les Eagles, j'ai rarement vu une débarque de même. Là. Écoute, 10-1 en début décembre. Pensez à ça, là, 10-1. Là, il y avait un stretch difficile. Là. Il y avait comme 6 games, là, c'était les Niners, les Cowboys 2 fois, ou tu sais, je sais pas trop, là, toutes des fiches au-dessus de 500. Puis ils s'en étaient sortis pas pire, là, tu sais, mettons 3-3, quelque chose comme ça. Mais c'est de la façon, on dirait que la saison est finie, là. Écoute, la partisane, là, qu'on a vue partout sur les médias sociaux, je sais pas si tu l'as vu, est debout, une femme, là, qui a l'air d'une partisane aguerrie des Eagles qui leur crie « What the hell are you doing? » C'est vraiment le cas, là. On dit « Voyons, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? » Là, Jay Brown puis Hurts ont l'air en chicane, comme deux amis du secondaire qui se chicanent à propos d'une fille. En tout cas, je te dis, là, c'est vraiment Brown veut le ballon, puis là, il s'est blessé au genou à son dernier match.
Jalen Hurts s'est blessé au doigt. Écoute, je suis d'accord avec toi, là, c'est une solide débarque, les Eagles. Mais souvent, par le passé, ils ont trouvé le moyen d'être à leur meilleur quand tout le monde les comptait pour morts. Là. Rappelle-toi avec Nick Foles puis les fameux underdogs. J'ai de la misère à décrocher de cette équipe-là. Peut-être que je vais être coupable d'un trop plein de confiance, mais je regarde sur papier, pour moi, malgré leurs difficultés du moment, ils sont clairement supérieurs aux Buccaneers. Fait que j'y vais avec eux. J'ai vraiment peur là-dessus de prêcher par excès de confiance. Mais je suis tout simplement mais pas ils ont capable. une bonne défense. Mettons les Buccaneers, là. Sont-ils capables de garder les Eagles en bas de 15 points? Oui, ils sont capables, ils ont le potentiel. Je regarde des gars. Si ça arrive, là, si ça arrive, je veux dire, ils perdent, là. Si ça arrive, ils perdent. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Je le sais pas. Les Eagles ont tellement un potentiel explosif à l'attaque. Mais tu regardes des gars comme Antoine Winfield à Tampa, là, le maraudeur, 31, lui, surveillez-le, c'est un missile. Carlton Davis, il y a encore des bons éléments à Tampa. On oublie que c'était une équipe très expérimentée. Tom Brady est parti, puis on s'est dit, bon, c'est fini, on va défaire le noyau, on va reconstruire. Puis c'est inévitable que ça va arriver à Tampa dans les prochaines années. Là. Je pense que cette année, il y avait comme 80 millions d'argent mort sur le cap salarial, là, avec des gars dont Brady qui sont plus là. Mais cette année, ils surprennent, écoute, mais je les vois pas faire un bon bout de chemin en série. Peut-être les Eagles, mais bon, je vais quand même favoriser Philly. On va faire une pause, et après la pause, on s'en va à la période de questions du public. On en a des questions cette semaine, bougez pas. Questions du public. Vous êtes sur la zone payante? Merci de venir nous rejoindre cette semaine. C'est les séries qui débutent. On en a pour notre argent cette année et on va en avoir, j'espère, pour notre argent dans les wildcards. Si vous avez manqué nos prédictions, allez nous chercher dans notre segment sur les prédictions. On va peut-être vous surprendre cette semaine, en tout cas au moins dans une ou deux prédictions, qu'on y va contre le spread. On va voir cette semaine s'il va y avoir des surprises. Il y en a toujours dans les wildcards. Il faut juste trouver laquelle. On s'est peut-être planté, mais à chaque année, il y en a. Il faut juste trouver c'est quelle. On commence notre période de questions avec Thomas de Bordeaux. Allez Thomas, comment ça va? D'ailleurs, lui, ça va très bien, hein, parce que si tu sais que il nous envoie chaque semaine nos tableaux de prédiction. La semaine passée, j'ai fini avec 11 sur 16 et toi 10 sur 16, mais t'as remonté notre ami Thomas de Bordeaux parce que vous avez fini tous les deux à 174. OK, c'est bon. Bravo, Thomas. Ça, c'est pas la première fois. Hein. Je fais une compétition comme ça, amicale, depuis une couple d'années avec notre cher Robin. Puis, écoute, cette année, il m'a eu... T'es pas en train de me dire que tu t'es fait battre par Robin? Il m'a eu à l'usure. Je te le dis, chapeau, Robin. On le félicite. Nos auditeurs sont forts, pareil. Là. Non, c'est sûr. Mais là, ça doit être parce qu'ils nous écoutent tellement. C'est ça, évidemment. C'est juste ça, là. C'est ça. Sans nous, il serait rien. Mais grâce ce serait des brebis égarées, tu le sais. Grâce à nos précieux conseils, c'est des gens qui sont très aguerris. On dit ce qu'on peut pour se remonter le moral, hein, Jean-Nic? Ben, écoute, toi, t'as fini avec 174, t'as fini avec 62%, moi, j'ai fini avec 58%, fait que je passe même pas cette année, là. Fait que, on va en aller chez nous. Quoique, là, il faut dire qu'à la fin de la saison, j'ai fait le clown pour essayer de te rattraper, oui. Je regrette. Il faudrait que j'arrête de faire ça. Tu t'es bien amusé, là. Question de la semaine pour Thomas, on va y en donner une quand même. Le couperet du Black Monday a épargné Bill Belichick. D'après vous, est-ce que cet affreux match Jets-Patriots sera le dernier pour lui à la tête des Patriots? C'est vrai que le match en fin de semaine, c'était pas beau à regarder dans la neige. Quelle triste finale pour Belichick si ça doit être ça. Tu sais, contre ses ennemis jurés, l'équipe qui déteste le plus au monde, puis ils se font planter. Écoute, moi je le disais tantôt, je changerai pas d'avis là. Je pense que ça peut pas faire autrement qu'être la fin pour Bill Belichick. Ça va tomber d'une journée à l'autre. Il disait qu'il attendait les meetings avec Robert Kraft, puis semble-t-il qu'il y a déjà des meetings en cours là-dessus, fait que ça ne saurait tarder, je pense. Mais écoute,
ce qu'il coule par-dessus tout, j'en parlais, la mauvaise qualité de ses repêchages, les mauvaises décisions dans les dernières années sur le marché des joueurs autonomes. Mais je continue de croire que Bill Belichick, le coach, peut faire la job ailleurs. Tu sais, ça, j'en démords pas. Monsieur le coach, là, il a battu quand même un record cette semaine, là. Le plus grand nombre de défaites par un entraîneur. Ben ça, c'est souvent On n'en parle le cas. pas de ça, C'est comme quand Brett Favre battait le record de toucher. Il battait celui d'interception aussi. Il y avait en masse de gens pour l'écœurer là-dessus. Là, on dirait que Bill Belichick, là, ça passe free. Là. C'est le gars le plus de défaites. Bon. Ça s'appelle la longévité, ça, Jean-Nic. Bon. Dans le cas de mes longévités, mon sifflet marche toujours pas cette semaine, alors je vais poursuivre avec la prochaine. C'est décevant, là. Les effets sonores dans ce show-là, c'est plus ce que c'était. Jean-Philippe nous écrit, il dit « J'adore votre podcast, il accompagne toujours bien mon travail. » Mais j'espère que t'es pas, mettons, docteur, chirurgien cardiaque. C'est ça, neurochirurgien ou ouais, bon, mais je trouve pas une autre affaire. Non, c'est vrai qu'on peut accompagner plusieurs professions. Ouais. Mais tu nous diras, Jean-Philippe, c'est quoi ta profession, puis on dira si c'est sage de nous écouter pendant que tu œuvres. Lui aussi, sa question parle un peu de Foxborough par la bande. Avec Vrabel qui a été congédié, voyez-vous un scénario où il pourrait revenir avec son ancienne équipe? Oh, ben là... Avec la présence de Bill Belichick. Ouais, il insiste sur avec en lettres majuscules parce que est-ce qu'il pourrait former un vieux couple, autrement dit, Bill Belichick et Mike Vrabel? Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, la question d'ego, de est-ce que Belichick accepterait de se tasser un peu, d'être à l'écart, tu sais, de jouer. Dans ce cas-là, ça serait peut-être un rôle de mentor pour préparer le terrain, je le sais pas. Moi, je le vois pas, là. Je pense que s'il part, puis that's it, là. Je pense pas qu'il va avoir une demi-séparation, une redistribution de rôle ou quoi que ce soit, là. Vrabel à Nouvelle-Angleterre, peut-être, mais avec Bill Belichick, je serais très étonné. On va s'en aller maintenant un peu du côté Jérôme. Jérôme, le partisan des Packers, qui nous écrit souvent quelle équipe dans chacune des conférences pourrait causer une surprise lors des séries de la NFL. On l'a un peu dit tantôt, nos choix. Moi, je pense que je sais pas si c'est une surprise, mais je pense que Détroit peuvent faire un petit parcours. Ben, la surprise, dans mon cas, ce serait les Rams, là, plutôt, là, parce qu'ils s'en vont pas là comme favoris à Détroit. S'ils gagnent ce match-là, écoute, là, ils vont avoir vraiment le vent dans les voiles. Dans national, pour moi. Mais une surprise sur leur parcours, là, pas juste en fin de semaine. Ouais. Oui, c'est ça. Non, je vois les Rams, là, sans dire les Rams au Super Bowl, je les vois gagner un match ou deux, là. OK. Potentiellement. Puis, du côté de l'américaine, parce qu'il dit dans chaque conférence, écoute, même si je t'ai dit qu'il perdra en fin de semaine, s'il y a un potentiel de surprise dans cette conférence-là, une équipe qu'on dort un peu, puis qui a tout le temps le potentiel d'exploser, les Dolphins. On va poursuivre avec la question de Danny Veilleux. J'adore le silence. Non, mais... Écoute, je sais pas quoi te dire, là. Ils ont signé des gars sur la rue, là. Ouais. Il y a déjà eu plein de belles histoires comme ça en série. Le gars qui va avoir peut-être le casque avec le micro en défense, là, pour placer sa défensive, peut-être qu'il connaît même pas le nom des joueurs. Là. Ouais, c'est ça, je te dis. Ça fait penser à l'année COVID, quasiment. Danny Veilleux qui dit « Compte tenu du grand nombre de carrières de qualité disponibles au repêchage, oui, est-ce que J.J. McCarthy serait mieux de rester une autre année au Michigan? » Ouais, ben il y en a beaucoup qui disent ça là, dans les rumeurs, genre il pourrait revenir une autre année, même s'il est admissible au repêchage. Tu sais, il a fait son temps, là, il a joué 3 saisons à Michigan. Il y en a qui disent McCarthy a joué seulement 2 saisons comme partant, il n'y a pas de temps d'expérience, puis là, ça pourrait devenir son show l'an prochain parce que il va avoir l'expérience pour vraiment transporter l'attaque, là, alors que cette année, c'était vraiment le jeu au sol. Il y a peut-être ça qui rentre dans l'équation, mais moi, je me dis, quand un gars est évalué première ronde à peu près, là, si c'est vraiment ça qui ressort là, dans les prochains jours, tu joues pas avec ce statut-là. Tu y vas au repêchage. Tu sais jamais ce qui peut arriver l'année d'après. Michigan, est-ce qu'ils vont
régresser parce que Jim Harbaugh décide de s'en aller, parce qu'il y a plein de vétérans qui s'en vont. Est-ce que lui peut se blesser sur le terrain? Tu sais, il y a toujours ce risque-là. Pour moi, si tu es vraiment considéré comme un prospect première ronde, même si t'es pas le premier ou le deuxième, go, fais le saut dans la NFL. Luc nous pose la question. Je suis surpris qu'aucun de vous deux a sélectionné les Ravens en finale du Super Bowl. Ne sont-ils pas les plus forts du moment? Qui pourrait les battre avant la finale? Est-ce que c'est le temps, mon cher Stéphane, de faire nos prédictions pour le Super Bowl? Ben, allons-y, même si on l'a pas un peu fait la semaine passée, mais je pense qu'on a dit juste les finalistes. On a prévu les matchs. Ouais, exact. On a prévu le match, mais là, on n'a pas prévu les finalistes. OK. Rappelle-nous quelle était ta prédiction et dis-nous qui peut gagner et qui va battre les Ravens en passant par Baltimore. Moi, Faut qu'une équipe gagne à Baltimore, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que là, de mon côté, moi j'ai Buffalo dans l'américaine et San Francisco dans la nationale. San Francisco qui gagne le Super Bowl. Écoute, je les avais finalistes au début de l'année contre les Bengals, puis je regrette pas. Là, c'est vraiment une machine offensive, défensive, tout est là pour gagner. Là. À moins que Brock Purdy se blesse encore cette année, mais je pense pas. Effectivement que ça va prendre de quoi quelqu'un pour battre les Ravens, mais tu sais, il nous demande aussi pourquoi personne n'a sélectionné les Ravens. Je pense qu'on a toutes la même réponse. La fiche de Lamar Jackson. Il faut qu'il nous convainque, là. Il faut qu'il nous convainque, puis c'est rien contre lui. Rappelle-toi Peyton Manning, au début de sa carrière en série, il l'avait pas. Ça one and done, pas. Mr. One and Done, ouais. Puis à un moment donné, écoute, il en a toujours bien gagné 2 Super Bowl, mais il y a eu cette période-là quand même où on est venu à douter à chaque fois que Manning embarquait sur le terrain en série, on y croyait pas trop. Lamar Jackson en est là en ce moment. Il y a une fiche d'1 et 3. À chaque fois, il se passe toutes sortes d'affaires. Fait que les Ravens, c'est juste ça. Mais est-ce qu'ils ont l'équipe la plus dangereuse? Défensivement, oui, c'est une machine à sac du corps. Ils sont vraiment, vraiment dominants. Mais c'est le facteur pour moi là, qui me fait douter. Ben oui, ben c'est la même chose pour moi. Là. Lamar Jackson, il est bon. Il va sans doute être MVP. Il est capable de pas jouer, avoir des moments bonehead en série? Il nous a pas démontré ça. Il va falloir attendre que ça arrive pour le considérer comme futur participant au Super Bowl. Moi, je vais prendre, comme j'avais aussi au début de l'année, j'avais mis les Chiefs. Je les avais mis contre les Eagles. Hey, ça doit porter à réflexion, là. Ouais, je sais, mais tu sais, je veux dire, n'importe qui a vu voir les 49ers ont compris que c'est l'année des 49ers. Les Chiefs, je pense qu'ils vont avoir un parcours très difficile. Ils vont se rendre au Super Bowl de peine et de misère. Ils vont gagner des matchs serrés. On va voir Andy Reid bien coaché. On va voir Andy Reid qui prépare son équipe pour battre les équipes devant eux, puis ça va marcher. Ils vont en manquer au Super Bowl. Moi aussi, je vois qu'une victoire des 49ers, c'est plate, hein? Mais c'est l'année des Niners, honnêtement, là. Ouais. On peut pas nier ça, là. Ils nous ont montré leur supériorité tout au long de l'année. Ils vont être durs à battre. Bonjour et félicitations pour votre balado. J'en manque jamais un. C'est Richard qui nous écrit. Merci, Richard. Moi aussi, je suis un émotif, étant un fan des Raiders depuis très longtemps, comme vous avec vos Dolphins et Vikings. Là, Richard, malheureusement, là, on sera plus collègue d'émotion parce que moi, j'ai fait une croix un peu sur cet ancien Jean-Nic qui était émotif par rapport à son équipe auparavant, mais qui maintenant est beaucoup plus cartésien et vit une remise de thérapie qui fonctionne. Moi, je vais faire une prédiction à Richard Grégoire tout de suite, notre auditeur. L'ancien Jean-Nic, là, l'émotif incontrôlable, ben, il va réapparaître samedi soir. C'est très mal me connaître. J'ai fait mon deuil de la saison, je te l'ai dit tantôt. Je pense que là, mon cœur va être... tu sais, moi, je m'attends à un samedi soir là, très tranquille, regarder le match comme d'habitude, aller me coucher à demi, là, tout va bien aller. Je trouve que tu abuses de ton temps de thérapie au détriment de nos auditeurs qui posent des questions pertinentes. Maintenant, je suis très content du travail du coach intérimaire d'Antonio Pierce. Ben, Richard, tu devais être content de ma chronique au bar il y a 2 semaines ou 3 semaines où j'espérais qu'Antonio Pierce devienne un entraîneur permanent.
Moi aussi, je suis d'accord qu'à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher les high profile puis se tourner vers des gens qui ont fait fonctionner tes joueurs. Lui, il dit, j'imagine que le propriétaire, soit Mark Davis, ne veut pas répéter la même erreur lorsqu'il n'a pas nommé Rick Bisaccia comme coach il y a 2 ans. Ouais. Qu'est-ce que les Raiders feront si jamais Jim Harbaugh est disponible? Écoute, beaucoup de questions. Merci, Richard. Là. En un mot, mettons, là, qu'est-ce que tu penses de la situation d'entraîneur à Las Vegas? Ben, Mark Davis étant Mark Davis, si Jim Harbaugh se rend disponible, c'est certain qu'il va essayer d'aller au bat pour aller le chercher. Est-ce que c'est le meilleur choix? Je le sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Pierce a fait une très bonne job. Il a amené cette équipe-là à une fiche de 5-4 pendant son passage. Puis il a surtout été backé de façon très vocale, très claire par les meilleurs joueurs de l'équipe. Là. Les Davante Adams, les Max Crosby. Il a semblé très apprécié. Puis après tout l'épisode, la crise, ça a été dramatique un peu les Raiders là, dans les dernières années avec John Gruden, avec Josh McDaniels. Est-ce que t'as pas envie un peu de ça, de stabilité, là, de joueurs qui veulent se défoncer pour leur coach, puis d'une relation harmonieuse? Je pense que ça ferait du bien aux Raiders, personnellement. Rénal nous dit vous faites vraiment un bon balado. Merci, Rénal. J'aimerais savoir si vous avez un livre à me recommander qui explique bien les rudiments du football. Il dit en français ou en anglais, c'est important parce qu'en français, là, on trouve vraiment pas grand-chose. Si les auditeurs en connaissent, là, allez-y, ça va nous faire plaisir de le mentionner. En anglais, ben écoute, c'est un classique, là, puis il faut pas le prendre mal, mais pour les débutants, Football for Dummies, là, tu sais, la fameuse série Telle affaire pour les nuls, là, en français. En anglais, c'est Football for Dummies, puis c'est pas dit avec de manière péjorative, tu sais, c'est coécrit par Howie Long, qui est quand même une légende de la NFL. Puis dans ce genre de livre-là, ce que tu retrouves, ben c'est ce que Rénal recherche certainement, c'est-à-dire les règles, les stratégies les plus importantes, les formations de base, les joueurs à surveiller, des trucs comme ça. Les explications là, des positions. Fait que je pense que c'est un genre de livre idéal là, dans ce qu'il recherche. Notre ami Matt Baker. Hey, Matt, lui, il est content. C'est notre plus ardent partisan des Cowboys qui nous écrit régulièrement. Il nous dit « Salut les gars, c'est le plus heureux des Mathieu. » On n'a pas vérifié avec tous les Mathieu, mais on le croit sur parole. 2 petites questions pour vous. Croyez-vous qu'on va pouvoir avoir notre revanche en finale de conférence contre George Kittle avec son épée de gilet Fuck Cowboys? Et deuxièmement, combien coûteront Dak et Lamb à la fin de la saison? Et merci et go, boys. CD Lamb, là, écoute, on va parler de quoi? On va être proche du 35 millions. C'est Tyreek Hill gagne. Excuse-moi, mais CD Lamb, Tyreek, c'est genre 125 millions sur 5 ans, quelque chose comme ça. Okay. Mais ça veut dire que CD Lamb, il est en renégociation, là? Cet été? On est pas mal rendu là, de mémoire, là, parce que ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il joue? Si je me trompe pas. Les choix de première ronde, c'est des contrats de 4 ans, mais tu peux renégocier au bout de 3. Il y a quelque chose comme ça, là. Fait que je serais pas surpris qu'on en soit rendu là. Mais ça va coûter une beurrée, là, c'est sûr. Puis les Cowboys, il y a pas de doute dans mon esprit. Ils vont garder Dak, ils vont garder CD Lamb. Les joueurs comme ça, ils s'accrochent à eux. Même des fois trop longtemps, dans le cas d'Ezekiel Elliott, par exemple. Sa dernière année, Lamb, c'est en 2024, un salaire de base de 18 000. 18 millions. Fait que 10 millions, oui, pardon. Donc, est-ce qu'on le laisse avec sa dernière année de contrat recru? Règle générale. Ou on lui propose une entente? Règle générale, les joueurs qui surperforment à leur contrat d'entrée, les équipes ont tendance à les récompenser en les renégociant un peu plus vite, là. Mais tu vois, regarde, les Vikings ont essayé ça un peu avec Justin Jefferson, ça a échoué. Ça veut pas dire que la relation est cassée, là, mais ça a pas été possible durant la saison morte. Fait que des fois, ça peut être bien compliqué. Mais de règle générale, c'est comme ça que ça marche. Puis l'autre partie de la question... Toi, Tyreek Hill, c'était 120 millions sur 4 ans. Fait que c'est ça, c'est une trentaine de millions par année. 40.
On va être, 30, excuse-moi. On va être dans ces eaux-là. Là. On va être rendu à ça. T'sais, est-ce que c'est lui qui va signer ou Jefferson en premier? Les deux vont vouloir attendre que l'autre signe. Il y a tout ce jeu-là aussi pour qui va être le mieux payé à 100$ près. Là. Bon, puis l'autre question, le karma va-t-il frapper George Kittle? Ben là, de la façon qu'on a répondu à l'autre question de nos finalistes du Super Bowl, moi je pense pas. Là, les Niners sont juste comme trop puissants. Là. Mais écoute, les Cowboys ont un club qui peut rivaliser, là, mais... Mais c'est du billboard materials, en tout cas, là. Ouais, effectivement. Jean nous pose une question. Parlons un peu de Joshua Dobbs. Après 3 semaines avec les Vikings et en début de saison avec Arizona, avec Joshua Dobbs, on est passé de révélation de l'année. Il devrait remplacer Kirk Cousins complètement. Ouais. Les Jets devraient devraient faire un move pour aller le chercher. Et là, 2 semaines plus tard, il est mauvais, il est plus assez bon pour la NFL. Alors, c'est question. Est-ce qu'on a démissionné trop vite avec lui? Et qui étaient ses adversaires à ces 2 semaines? Étaient-ils blessés? Est-ce que les autres équipes ont contré Joshua Dobbs avec des actions qui n'avaient pas été essayées depuis le début de la saison? La corde est courte pour un carrière substitut dans la NFL. Ouais, merci, Jean. La corde est courte, effectivement. Tu sais, ça a été une super belle histoire, Dobbs, mais... je pense qu'on a vite vu son plafond. C'est un gars qui voit un bel avenir, mais d'après moi, comme réserviste. Tu veux l'avoir dans ton équipe. Idéalement, qu'il ait plus que 4 jours pour apprendre le playbook, là, parce que là, il a donné en masse dans ce domaine-là, que ce soit avec les Cards, ou les Browns, ou les Titans, ou les Vikings. Il peut être compétent, mais il a quand même montré ses limites. Là. Tu vois, là, avant qu'il perde sa job avec les Vikings, il y avait eu 2 défaites de suite, 8 revirements à ses dépens. Après ça, il y a eu le fameux match de 3-0 là, contre les Raiders. L'attaque était stallée bien raide. Fait que, c'est ça. Je pense que pour l'instant, en tout cas, là, on voit son plafond, mais c'est sûr que ça l'aiderait. Un gars comme Dobbs, qui a quand même du talent, qui est quand même athlétique, de se retrouver dans une équipe, d'une situation stable, puis de rester là, ça l'aiderait beaucoup plus que de faire ses valises à tous les 3 mois. Là. Jonathan nous pose la question. Bonne année. Après la dernière saison, j'aimerais savoir, selon vous, quels ont été les meilleurs coups des équipes lors de la dernière entre-saison et quels ont été les pires? Est-ce que tu as fait cette recherche-là, Steph? C'est pas une question facile. Un bon coup qui me vient en tête, c'est niaiseux parce que je te sortirai pas un corps arrière ou quoi que ce soit. Là. Dans l'entre-saison, là, on parle pas d'un Joe Flacco qui a signé en novembre. Là. Dans l'entre-saison, moi, j'ai bien aimé ce que les Falcons ont fait en allant chercher Jesse Bates. Il a été vraiment dominant comme safety. Plusieurs gros jeux cette année. C'est pas le gars qui a mené les Falcons en série, là, on le sait, ils sont éliminés. Mais quand même, tu sais, ce genre de geste-là qui passe un peu sous le radar, tu te ramasses dans une équipe puis tu as un impact aussi important. Je pense que les équipes devraient apprendre de ça. Là. Des fois, tu attends un petit peu, tu signes pas nécessairement le joueur le plus convoité, là, puis finalement, ben, ça porte ses fruits. Puis le move le plus raté... Juju, c'est vraiment pénible là, avec les Pats. Puis dans la même catégorie, là, j'ajouterais peut-être Miles Sanders avec les Panthers. On n'a pas entendu parler. T'sais, il avait été le meneur avec les Eagles, mais dans un système très favorable pour la course, où les porteurs de ballon paraissent tous bien. Ça, c'était vraiment un move de cave. T'as bien raison. Fait que c'est ça. Thomas nous dit, j'ai une question NCAA pour vous cette semaine. J'essaie d'écouter le plus de bowls possible pendant la période des fêtes et j'ai l'impression que le phénomène des joueurs qui opt-out a été particulièrement présent cette année en comparaison avec les années précédentes. Ça, c'est un sujet qui est récurrent. Nous, à la zone, on en parle souvent. On s'ostine, moi pis Steph, d'ailleurs, là-dessus, à point tel que beaucoup de matchs étaient presque gênants, en particulier le Orange Bowl. Au moins, nous avons eu droit à de bons matchs de série. Pouvez-vous expliquer ce phénomène? Ben, c'est que le opt-out, il y a souvent des gars dans les dernières années qui se déclarent admissibles au repêchage. Puis, ben, pour se préparer, puis pour éviter tout risque de blessure, pour être pas exposé à ça, ben, ils disent, je vais faire l'impasse sur mon bowl. Je jouerai pas au bowl, je vais me concentrer sur le draft. C'est pas un phénomène qu'on voyait avant. On a vu apparaître ça depuis quelques années, là, maintenant. Puis là, c'est vraiment, vraiment répandu.
Avant, c'était réservé à une partie très élite des prospects, là, les premiers choix lors de la première ronde. Mais on a vu dans les dernières années, même des gars de 2e, 3e ronde. Mais c'est quasiment rendu une façon de se donner de l'importance. C'est quasiment, tu dis, ah non, moi, je peux pas jouer, là, j'ai trop de chances d'être pris en première ronde quand dans le fond, on prend tout, là, mais juste de dire que tu joueras pas, c'est comme si le monde te revoit, ah, il jouera pas. Ah, c'est vrai, lui, ça se peut que tu sois drafté haut. Puis, ouais, c'est ça. Je pense qu'une des affaires qui va un peu, sans parler de régler le problème, mais qui va réduire le problème, c'est que l'an prochain, il faut pas oublier, on passe de séries à 4 équipes à des séries à 12 équipes. Fait qu'il y a quand même plusieurs joueurs vedettes qui vont jouer en disant, écoute, là, j'ai la chance de remporter un championnat national. C'est pas un bowl qui m'amène à rien. Bon, j'ai gagné le Gator Bowl ou le Mayo Bowl ou le Pop-Tart Bowl ou le Sun Bowl. Puis là, il arrive quoi après? Ah, j'ai gagné un bowl. Mais si tu peux aller chercher un championnat national... Là, mais un bowl, c'est pas mineur. Là. Moi, ça me fait rire. C'est pas que c'est mineur, mais ça tu joues pour ton université. Tu joues avec des gars que c'est leur dernier match de football meaningful. Tu les abandonnes parce que toi, tu t'en vas peut-être dans la NFL ou peut-être tu vas juste être drafté. Alors que t'as vécu des fois 4 ans avec des gars puis tu les abandonnes quand... C'est une façon de remercier en plus l'université qui t'a permis de faire ton sport. C'est pas tout le monde là, qui pense comme ça. Tu regardes dans les derniers bowls de décembre, il y avait Bo Nix, entre autres, à Oregon, qui lui a joué son bowl. C'est un corps arrière qui vraisemblablement va sortir en première ronde. Il y en a qui le font encore, mais je te dirais, moi, que c'est rendu une minorité. Là. Le courant de pensée actuellement dans la NCAA, c'est vraiment... Je suis admissible au repêchage, je suis un espoir de premier plan, je skip le J'abandonne mon université, mes coéquipiers, mes partisans. Ah, c'est super. On sort pas. Tu connais mon opinion là-dessus. Steve, lui, pose la question. Avec le match-up Rams versus Lions ce week-end, je me demandais si, selon vous, qui est gagnant de l'échange Stafford contre Goff? Les Lions ont transformé les choix repêchage en Gibbs et Laporta, entre autres, et les Rams ont obtenu un Super Bowl. Je suis curieux d'avoir votre opinion. Excellente question, Steve. Ouais, ben tu sais, là, il est sorti des stats cette semaine. Je voyais ça circuler. C'était un petit peu drôle parce que là, les stats sont pareils, les deux gars, mais tu peux pas mesurer un échange à les deux gars ont les mêmes stats. Tu sais, Stafford a conduit les Rams au Super Bowl. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les Rams, de cet échange-là? Là? Tu sais, au final. Gagner le Super Bowl. Ils l'ont gagné. Puis le sentiment à l'interne, c'est que Jared Goff les aurait pas amenés là. Écoute, on le saura jamais, mais je pense quand même que Sean McVay connaissait son affaire. Il savait à qui il avait affaire, puis que Stafford les a fait passer à une autre étape cette année-là. En mon sens, il gagne l'échange. Sauf que les Lions ont extrêmement bien repêché. T'sais, c'est une chose d'avoir les choix, mais il faut bien choisir. Quand les Rams avaient fait l'échange, c'est eux qui avaient échangé, je pense, leur choix à Washington. Puis là, Washington avait mis la main sur le 2e pick overall pour aller chercher Robert Griffin. Les Rams, après ça, je suis pas convaincu qu'ils ont tiré le maximum de cet échange-là. Mais les Lions sont en train de le faire. Donc, chapeau là, de ce côté-là. Puis, Goff, qu'on l'aime ou pas, il y en a beaucoup là, qui se plaisent à le planter. C'est un système quarterback puis tout ça. Moi, je pense qu'il vaut quand même plus que ça. Puis, il a permis aux Lions d'être patients dans leur approche. C'est ça que j'aime de leur échange. Là. Ils n'ont pas été obligés de se garrocher sur un corps arrière parce que là, on n'a pas. Jared Goff a joué mieux qu'on s'attendait, je pense, à Détroit. Il y a eu ses matchs difficiles, évidemment, mais quand même, tu n'as pas été obligé là, de te précipiter. Là, hey, ça nous prend ce joueur-là. Puis, moi, je me rappelle, entre autres, les Vikings, une année, avaient repêché en première ronde un certain Christian Ponder. Je l'ai encore sur le cœur, celle-là. Un gars comme lui, là, justement, c'est parce que les Vikings étaient dépourvus de solutions à ce moment-là. Ils savaient pas quoi faire. Ça nous prend un corps arrière. On va en prendre un en première ronde. Et puis, il a clairement pas été à hauteur. Là, les Lions ont pu être plus patients, repêcher des joueurs de qualité à d'autres positions. Fait que, en ce sens-là, c'est un win-win. Mais il reste qu'au final, les Rams ont gagné leur pari.
Et il nous pose aussi la question, je suis en train de chercher Steve, là, pour le Canadian Podcast Awards dont vous avez demandé votre appui. On était en nomination pour le meilleur podcast de sport au Canada. On a été défait. Ah! Oui, on a été défait. Puis là, je cherche qui nous a battus, là. Tu nous en as pas parlé, mon Snoro? Non, je sais. Mais écoute, à ma décharge, là, les gagnants ont été révélés le 29 décembre. Oh boy, OK. J'étais dans mes parties de Noël. Donc, cette année, le podcast qui a remporté le prix dans notre catégorie, c'est Her Love for Sports. Un podcast d'une fille qui m'a l'air tout à fait charmante et qui, donc, encourage les femmes dans le sport. OK. Nous, on encourage les gros gars qui font du sport. C'est moins bon un peu, mais oui. Alors, félicitations à Love for Sports, un podcast donc qui a remporté le prix dans la catégorie meilleur podcast de sport en 2023 et qui nous a laissé donc dans la poussière derrière l'année prochaine. Derrière l'année prochaine. You bet. OK, 2 dernières questions rapidement. On va y aller avec Lauriane, notre amie française. Salut Lauriane. Elle vient de l'Auvergne. Mais non, elle vient du Rhône. Alors, plusieurs questions. On va essayer d'en répondre le plus possible. Quelle perspective pour les Bears avec leur premier tour de draft? Un nouveau QB serait-il envisagé? Ah ben là, si quelqu'un a la réponse de ce que les Bears vont faire avec Justin Fields, ben dites-nous-les. C'est une des belles intrigues des prochains mois, là. Ça va être à suivre. Parce que, tu vois, le DG Pauls a dit cette semaine, ouais, Field nous a prouvé que c'était un corps arrière partant dans la NFL. Il s'est beaucoup amélioré. Mais, il a dit aussi, quand tu te retrouves avec le premier choix, c'est une situation unique qui arrive pas souvent. Tu te dois d'évaluer toutes les options. Fait que, bof, la porte est ouverte, autrement dit, à tout. Puis c'est certains là qui vont se regarder Caleb Williams puis ils vont se demander, hey, écoute, si on le repêche, qu'est-ce qu'on pourra obtenir pour Fields? Puis je pense que c'est là qu'ils n'auront peut-être pas le choix d'envoyer quelques petits flyers, là, d'essayer de voir, hey, qu'est-ce que tu nous donnerais pour Fields, puis de voir un peu qu'est-ce que peut être sa valeur. L'autre chose, c'est que cette année, le premier choix, Caleb Williams, c'est vraiment une année où c'est pas mal clair que ça s'enligne pour être lui. C'est pas mal clair aussi qu'on parle de lui comme d'un prospect très rare. Il va valoir une tonne, ce choix-là. Est-ce que les Bears vont plutôt se dire on est bien mieux d'échanger le choix, on va se bâtir un club avec ça, on va entourer Justin Fields comme c'est pas possible. Je sais que ça fait quelques fois, Jean-Nic, qu'on l'aborde, cette question-là, mais on l'a pas la réponse. C'est malheureux, là. J'aimerais ça dire, c'est sûr qu'ils vont faire ça, mais c'est très mystérieux. Tu sais, moi, mon feeling, c'est que tu as le premier choix, ça arrive combien de fois, puis là, tu as un corps arrière comme Caleb Williams qui est disponible. J'ai l'impression que les Bears vont y aller en ce sens-là. Ouais. Mais il faut vraiment que tu obtiennes une bonne valeur pour Justin Fields. Tu peux pas le laisser aller pour un choix de 3e ronde. Là. Non, moi aussi, c'est mon feeling. Là. La fin de saison, j'ai vu les entrevues de Justin Fields. Il était très robotique, on dirait qu'il donnait des lignes. Ah, il n'a pas été robotique avant de jouer contre les Packers, par contre, en disant c'est normal que les gens de Green sont très intéressés à leur équipe, il n'y a rien d'autre à faire là-bas. Ouais, non, c'est sûr que quand il est venu parler des Packers, il s'est gâté, mais je sais pas, moi, mon feeling, c'est qu'il reviendra pas. D'ailleurs, dans le moment, Robin, on arrive pour conclure notre période de questions. Lui aussi, il parle de Justin Fields avec une théorie un peu farfelue. Là, je pense que là, Robin, là, t'as pris un de nos cocktails, là, puis t'as un peu abusé. Là. Lui, il voit... il parle des analystes qui disent... À la limite, il se cache derrière les analystes, Robin, puis je trouve ça futé comme stratégie. Il dit, j'ai entendu des analystes dire qu'on pourrait échanger Bill Belichick et qu'il vaudrait un premier choix. Pas sûr qu'il y a ben des analystes qui vont passer l'année à dire ça, mais écoute, peut-être qu'il y en a certains qui ont cru que ça pourrait arriver. Mais bon, disons que dans ce scénario, les Pats échangent Bill Belichick. Est-ce que ça vaudrait la peine de l'échanger contre Justin Fields
les Pats repartiraient à 9 avec un jeune QB et avec leur troisième choix. Pourquoi ils me parlent d'un troisième choix? Ouais, ben, avec leur troisième choix, oui, au troisième choix. Au repêchage, oui, en première ronde, ils repêcheraient Harrison Jr. et enfin, on aurait un super receveur. Les Bears auraient finalement un vrai coach, et pas le moindre, et ont toujours le premier et troisième choix. Qu'en pensez-vous? Ben, écoute, c'est jamais arrivé. Là. Dans l'histoire, il y a eu 8 échanges pour des entraîneurs. Là. Je les ai toutes revérifiés. Puis c'est toujours des choix qui sont impliqués. Là. Ça n'a jamais été fait un échange coach contre joueur. Puis en bout de ligne, moi j'ai le feeling que Robert Kraft, il voudra peut-être pas là, s'éterniser. Si vraiment il monte la porte à Belichick, je pense pas qu'il va essayer là, d'avoir une valeur de magasiner, là, ou quoi que ce soit. Je pense qu'il va faire, tu sais, comme il a fait un peu avec Tom Brady, là, on te laisse aller. T'as le droit de négocier comme tu veux. Pour tous les services rendus depuis 20 ans. De toute façon, qui voudrait de l'entraîneur qui voudrait de l'entraîneur qui a le plus grand nombre de défaites dans l'histoire de la NFL? Personne. Tout le monde sait que c'est un loser. Ben non. Bon, tu vois la lumière enfin, là, je te reconnais. Ben non, jamais. Mais hey, écoute, non, mais bref, je pense pas que ça se ferait. Ça serait drôle, par exemple. Ça serait quand même assez spécial comme échange. Mais je pense qu'au final, Robert Kraft va dire, écoute, Bill, on t'en doit une. On niaisera pas dans les négociations puis dans les compensations d'échange. Essaie d'avoir la meilleure situation possible pour toi. Puis on se reparle quand on va t'introduire dans notre Hall of Fame dans quelques années. Merci à tous pour vos questions. On n'a pas eu le temps de prendre tout le monde. N'hésitez pas quand même à nous relancer la semaine prochaine. On va prendre le plus de questions possible. Vous pouvez nous faire en nous interpellant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi être membre du groupe Nos Précieux Conseils Fantasy Football, qui est toujours actif là, malgré qu'on a terminé la saison Fantasy. On va essayer de le faire vivre un peu pendant les séries. Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante. La zone payante à commercial-québécoismedia.com. Une pause et on se retrouve de l'autre côté pour aller au bar. Bougez pas. Vous êtes sur la zone payante et c'est l'heure d'aller au bar. Steph, est-ce que tu veux que je commence? Moi, je suis un peu long là aujourd'hui. Je peux y aller si tu veux. Ah, ben, je peux débarrasser le mien. Moi, je serai pas trop long. En sachant que tu vas être long, on va faire ça bref. Parce qu'il... Soit court, mais bref. Court, mais intense. Jameis Winston au bar. Pourquoi Jameis Winston? Oui, moi, j'ai trouvé ça... Il vient pas d'être prolongé, en plus? Je le sais pas, je veux pas le savoir. Moi, ce qui m'a tanné de Jameis Winston, c'est qu'à la fin du match Saints-Falcons, on s'aligne Victory Formation pour mettre le genou au sol. C'est le jeu le plus simple au monde pour écouler le temps, puis on n'en parle plus. C'est quoi, 41-17 à ce moment-là? Ouais, 41-17. La nuance est très importante. C'est pas 13-10. 41-17. Le coach Dennis Allen des Saints dit à sa gang, on s'en va mettre le genou au sol, c'est ça le jeu. Pire que ça, sa gang, il demande. Ouais, sa gang, il dit, Dennis, tu sais, Jamal Williams, on l'aime bien, il est bien drôle, il est smart, puis il a pas eu de toucher cette année, là. C'est plate pour lui, on voudrait lui donner un toucher. Dennis Allen dit, non, pas question qu'on enrage l'adversaire, le match est fini, on s'en va à la maison, on met le genou à terre. Parfait. Jameis Winston arrive dans le caucus et il dit à sa gang, écoute, on va donner le toucher à Jamal Williams. Donc, il s'aligne en Victory Formation et il donne le ballon à Williams qui rentre un toucher 48-17. Les Falcons sont en beau fusil, on les comprend. Après la game, l'entraîneur Arthur Smith, qui a plus de job malheureusement, engueule ben raide Dennis Allen. Il dit « What the fuck was that? » Puis il est pas content. Puis Dennis Allen essaie de lui expliquer, écoute, c'est pas ma décision, nanana. Puis là, Jameis Winston, devant les médias, dit « It was a team decision. » C'est une décision d'équipe. C'est qui le boss à bord chez les Saints? J'ai jamais vu ça. C'est une mutinerie. Écoute, moi, je comprends pas. Dennis Allen, à ce compte-là, je l'aurais peut-être mis dehors. Si t'as pas assez d'autorité pour ta gang, va faire autre chose. Tu peux être un excellent coordonnateur défensif.
Mais là, tu viens de perdre un peu ta gang. Non, mais c'est le pire, c'est qu'ils ont demandé. Ça pourrait être lui au bord, en fait. Mais moi, Jameis Winston... Si il a fait ça sans y en parler, puis il dit « Ah non, on le dit pas au coach, ça, mais on rentre. » Puis après ça, ton coach, il est fru. « Pourquoi vous me l'avez pas dit? » Mais là, c'est pire, là. Ils ont dit « Hey, ça te dérange-tu, coach, si on fait ça? » Non, le jeu, c'est victory. Allez-y. Puis, regarde, il vient de nous dire victory, fuck that. Il y a quand même un code là, au football. À un moment donné, le coach, c'est le coach. Tu peux ne pas être d'accord. Tu peux exprimer un autre point de vue. Tu peux t'obstiner. Mais c'est lui qui a la décision. Là. Sinon, écoute, là, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de rien, c'est l'anarchie. Là. Puis justement, moi, Jameis Winston, je trouve qu'il a clairement manqué de respect. Il s'est cru au-dessus de ses affaires. Puis je vais lui servir justement un cocktail qui s'appelle Anarchy in the Glass. L'anarchie dans le verre. Fait qu'écoute ça doit piquer un petit peu. 2 onces de mezcal, 1 once de jus de lime, 1 once de nectar d'agave. D'agave? Ouais. Est-ce que tu as fait ta recherche pour savoir ce que c'était? Non. Je suis pas fier de toi. C'est quoi? Explique-moi. Je sais pas, moi, c'est toi qui veux faire boire ce drink-là. Ah ben là, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a de l'agave dans la tequila. C'est tout ce que je sais. Après ça, 1 demi-once de liqueur de chili. 1/4 d'once de sirop de poivre noir. Des traits de tabasco. Ça a quasiment l'air bon pour vrai, puis ça doit piquer. Moi, ce que je souhaite à Jameis Winston, c'est d'en prendre quelques verres et demain d'avoir le Ring of Fire. Bon, c'est ça que tu souhaites, mon coquin. Et voilà. Tu sais ce qu'on doit manger quand on mange du piquant? Il y a toutes sortes de théories, mais moi, j'ai entendu des agrumes. Là. Non. La meilleure stratégie, c'est de manger de la crème glacée. Parce que le lendemain, quand t'es aux toilettes, t'as hâte en esti que la crème glacée arrive. Bon, merci. C'était une bonne blague, hein? L'agave, là, pour que tu le saches, c'est une plante vivace spectaculaire, si on en croit le site internet Les Contes Succulents. Donc, une vivace spectaculaire très répandue sur le pourtour méditerranéen. OK. Alors, c'est une belle vivace, là, check. C'est quand même... C'est quand même gros, là. C'est quand même pas pire pour les gens qui nous regardent en version visuelle. Moi, il me semble que c'est ça qui servait à faire de la tequila, entre autres. Là. Bon, mais écoute, c'est en Méditerranée, là. Je suis pas sûr que c'est trop mexicain, là. Mais je suis prêt pour ton éditorial, là. Bon, moi, mon éditorial cette semaine, c'est Roger Goodell que je vais amener au bar. Écoute, je sais ce que tu vas me dire, là. Il fait bien, là. Il va priver la plupart des Américains d'un spectacle désolant entre le match entre les Dolphins et les Chiefs à -26. Un match qui va sans doute avoir très peu d'intérêt ou de beaux jeux étant donné les conditions météorologiques, parce que tu sais que le match de samedi soir va être disponible uniquement sur Peacock. Ouais, j'ai vu ça que ça faisait scandale aux États-Unis. Là, chez nous, c'est pas le cas parce que... Non, on va l'avoir, nous. Ouais. Mais c'est un peu la même chose qu'Amazon. Les matchs du jeudi, là, nous, au Canada, on a les matchs du jeudi, mais aux États-Unis, il faut que tu sois membre Amazon pour avoir accès aux matchs. Puis, écoute, je m'étais préparé pas mal de choses à discuter, mais je vais quand même couper ce court, là, mais mon point, c'est que il y a une raison pourquoi ils font ça, là. Même si on en veut à la NFL, puis à Roger Goodell, puis aux stratégies marketing de la NFL, en 2023, là, des 100 émissions les plus écoutées aux États-Unis, il y en a 3 seulement qui étaient pas des matchs de football. Non, c'est 3. Les 56 premières étaient des games d'NFL. C'est fou, là. Fait que, et ça va en augmentant, là. Écoute, là, en 2020, il y avait 72 matchs. Il y avait, en fait, du top 100, il y avait 72 qui étaient des matchs de la NFL. En 2021, 75 qui étaient des matchs de la NFL. En 2022, 82 qui étaient des matchs de la NFL. Et en 2023, j'ai parlé tantôt des matchs de football, mais juste la NFL, sur les 100 émissions les plus écoutées aux États-Unis à la télé, c'est 93. C'est malade, là. C'est un c'est raz de la marée. NFL.
c'est un raz de marée. Alors, tu sais, tu te mets à la place des gens de la NFL, puis tu leur dis, tu sais, on a tellement une grosse domination qu'il faut utiliser toutes sortes de canaux pour rentabiliser le plus possible le contenu qu'on a. Là. Tu sais, on peut pas donner seulement ça à des postes généralistes qui ont pas d'OTT. Tu sais, faut vendre faut aider, faut offrir nos produits à des gens qui vendent de l'abonnement, puis ils vendent ça à un fort prix. Mais ton point est intéressant, mais pourquoi tu l'envoies au bord? Ben, parce que je pense que tu sais, ça reste fâchant. Tu sais, là, pour une majorité d'Américains, tu sais, dépenser un autre 6 piastres par mois pour s'abonner, pour regarder un match de série, j'applaudis la stratégie marketing puis financière derrière ça, mais j'aurais aimé ça que ça se limite au match de saison régulière. Là, tu sais, si ça devient une habitude, puis on se mentira pas, là, ça va arriver au Canada un jour ou l'autre, tu sais. Puis si ça devient une habitude de mettre des matchs de séries éliminatoires dans des services d'abonnement, on n'a pas fini. Je trouve que c'est malheureux. Tu sais, je trouve qu'on prive les amateurs de leur sport favori. Puis pour ça, pour ce qui pourrait s'en venir, puis pour ce qu'il fait pour la fin de semaine, je vais mettre Roger Goodell au bar et qu'est-ce qu'il boit? Je vais lui offrir un Cuba Libre pour rendre libre. Tu vois, c'est un genre de... OK, c'est là que tu t'en allais. Là. La révolution! 45 millilitres de rhum blanc, évidemment, on est à Cuba. Ouais. 180 millilitres de cola, évidemment, on est à Cuba. C'est pas un rum and coke, là. C'est un Cuba Libre. C'est vrai que ça ressemble à ça, mais il y a un quartier de lime de plus. Hey. Alors, voilà, mon cher. Je tiens à amener juste un point avant qu'on se laisse, Jean-Nic. Oui. L'agave bleue est à la base de la boisson nationale du Mexique appelée tequila. T'as pas parlé d'agave bleue tantôt, là, t'as parlé d'agave tout court. Là. On a parlé d'agave, là. Agave bleue, agave mauve. Là. Ouais. OK, là, je dis pas qu'elle est pas à la base de tequila, je dis juste qu'il faut aller la chercher selon mes sources là, récemment consultées, il faut aller la chercher en Méditerranée. Là. On pourrait enquêter, puis faire un voyage, aller voir si c'est la bonne agave, pour être sûr que notre chronique au bar est factuelle. T'es-tu en train de m'inviter en voyage? Ben, ça peut être toi, des auditeurs, on peut s'organiser une grosse gang, quelque chose, le fun. Partir en Méditerranée après la saison de football, je serais pas contre, je te l'annonce. Ben, écoute. Merci Stéphane. Merci à vous d'avoir été là encore une fois cette semaine. On a été un peu long cette semaine, je pensais qu'on allait être plus court, mais on va essayer de faire mieux la semaine prochaine, je vous le promets. Merci d'avoir été là, à la semaine prochaine. Bye.